Bienvenue à tous sur Tempo Afrique TV. Nous sommes en direct sur l'émission Inside Africa de ce jour, dimanche 27 octobre 2019. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir depuis nos studios de Washington un homme qui continue de faire parler de lui au Bénin. L'opposant émérite au pouvoir de Patrice Talon, le très respecté docteur Bertin Corby, l'Iroko du monde politique béninois, chercheur à l'université d'État de la Bolivie, docteur Bertin Corby est en charge de la chaire économie fondamentale pour un développement endogène. Docteur Bertin Corby réside actuellement à Santa Cruz, Bolivia, après avoir passé 6 mois en prison à Malabo, par la volonté des autorités béninoises qui l'accusent de vouloir préparer un coup d'État avant d'être blanchi par la justice de la Guinée équatoriale pour faute d'éléments d'accusation. Le plus célèbre prisonnier politique de la diaspora béninoise est désormais sous protection des Nations Unies et est reconnu par les Nations Unies comme exilé politique depuis son départ de la Guinée équatoriale. Économiste senior au cabinet de solutions économiques, politiques et consulting, dont le rôle est de proposer des plans de construction et de reconstruction économique dans le monde. Dr Bertin Corby est aussi psychologue de la communication et parle 9 langues nationales du Bénin et 4 langues internationales dont le français, l'anglais, l'espagnol et le portugais. Je vous prie de recevoir avec moi sur ce plateau de Tempo Afrique TV, Dr Bertin Corby, l'Iroko, pour un entretien exclusif où nous allons débattre sans détour de la situation sociopolitique du Bénin, de l'économie fondamentale, de la nouvelle vie d'asile du docteur, de ce qu'il pense de ce que sera l'après-Talon et de son arrestation. Bienvenue, docteur Bertin Corby. Vous avez la parole. Ben, quand on est ému, on perd ses moyens. Je dois dire que jusqu'au matin du 6 octobre, je ne pouvais pas croire que cet instant sera possible. Je dis gloire à Dieu et je remercie le peuple béninois pour son soutien. Je remercie la diaspora béninoise pour son soutien. Je veux rendre gloire à Dieu. Durant 6 mois, tous les matins, j'ai eu un protocole. Je commençais ma journée par le psaume 95. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis. Bref. Et le psaume 137, le psaume 142 et l'hymne national. Parce qu'il ne fallait pas que j'oublie la raison de mon arrestation. C'est ça. Il ne fallait pas que je perde espoir. Et je voudrais commencer cette émission par l'hymne national. Allez. Et je vais inviter les Béninois à écouter leur hymne national. Enfants du Bénin debout, la liberté d'un cri sonore, rechanté au premier feu de l'aurore, et enfants du Bénin debout, jadis à son appel, nos aïeux sans faiblesse ont sur avec courage d'ardeur plein d'allégresse, livrés au prix du sang des combats éclatants, accourez vous aussi, bâtisseurs du présent, plus fort dans l'unité chaque jour à la tâche,
Pour la postérité, construisez sans relâche. Alors, chaque matin, je chantais l'hymne national. Je suis Bertin Kohovi, heureux d'être avec vous. Merci Bertin Kohovi, toujours la même verve. Nous sommes vraiment contents que vous vous portez en pleine forme. Alors, docteur Bertin Kohovi, dites-nous très rapidement votre nouvelle vie à Santa Cruz en Bolivie, quand on sait que tout ce que vous aviez consenti à construire en Guinée équatoriale semble partir en fumée dans ce pays qui vous a tout donné et où vous êtes à présent persona grata. Vous avez la parole. Bon, alors, ma nouvelle vie, je m'y habitue. Si je dois aller dans les détails, j'ai droit à une dépense de $20 par jour, moi qui pouvais m'offrir $2000 par jour. Donc, je suis ce que d'aucuns appelleront mais l'homme clément. Ce sont les Nations Unies qui s'occupent de mes besoins. Ce sont les Nations Unies qui m'ont logé. Pour le moment, je suis encore à l'hôtel et j'ai un budget pour vivre de $20 par jour. Je ne me plains pas parce que notre pays mérite ce sacrifice-là. Ce qui me réjouit dans tout ceci, c'est que ma situation permet aux Nations Unies de savoir ce qui se passe réellement au Bénin. J'ai mon organisme qui est devenu paresseux. J'avoue que dans mon périple, en passant par le Togo, le docteur m'avait, ma foi, fait un check-in et je n'ai aucune maladie. Seulement que je suis continuellement fatigué. Et en Bolivie, ici, quand je suis allé à l'hôpital, on m'a dit que je n'avais rien, que mon corps, 6 mois durant, étant resté seulement en violon, 6 mois durant dans un petit espace, s'est habitué au repos. Donc, je vais bientôt rechercher un kimono, remonter sur le tatami pour reprendre le karaté. Donc, voilà. Mais, monsieur le docteur, mais vous avez votre compagnie, votre société en Guinée-Bissau qui gère tout ce que vous avez là-bas en Guinée équatoriale. Vous avez tout perdu comme ça? Bon, j'avoue que j'ai été arrêté sans y être préparé. J'ai été pris à 23 h un 17 avril 2019 et j'ai été exfiltré de la prison un 6 octobre 2019. Donc, sans jamais repartir à la maison, jamais repartir à la société. Bon, j'ai des associés et j'ai d'autres. Et vous savez que dans cette situation-là, il y en a qui croient qu'ils peuvent faire une bonne affaire. Bref, ce que j'ai perdu, ce n'est même pas l'argent. Ce que j'ai perdu, c'est un potentiel. Parce que j'ai fait durant 3 ans les études halieutiques et je sais et j'ai les données sur les quantités de poissons et où ces poissons-là se trouvent dans la mer de la Guinée équatoriale. J'ai la Guinée équatoriale à 314 000 km² de mer et nous avons étudié, nous savons chaque type de poisson là où ça se trouve. Alors la vraie perte, ce n'est pas ce qu'on a perdu aujourd'hui, c'est d'avoir fait des études dont nous n'allons pas profiter. C'est bien possible, si je trouve des partenaires, leur vendre mes études afin de leur permettre de faire la pêche en Guinée équatoriale sans trop d'efforts. Il y a cela. Ce que j'ai aussi perdu, c'est que j'avais eu la licence où l'État mettait à ma disposition 110 000 hectares de terres agricoles dans la zone de Kogo, à Cabo San Juan. J'ai amené ces terres-là au Brésil où j'ai fait une étude pédologique où nous devions développer, ma foi, le palmier à huile sur 55 000 hectares et la canne à sucre sur 55 000 hectares. C'est ça. Ces investissements-là sont perdus. Mais enfin, rien ne vaut la vie. Je n'ai rien perdu puisque le juge, dans sa résolution, me fonde à poursuivre l'État du Bénin et appeler la Guinée équatoriale en tant que témoin pour venir justifier de quelle preuve elle, Guinée équatoriale, avait à m'arrêter, à me garder 6 mois, si à la fin, il n'y a aucune accusation formelle, il n'y en a pas. Donc c'est cela le drame.
Merci beaucoup. D'ailleurs, nous avons lu et tout le monde entier a lu cette décision et qu'il n'y a aucune preuve. Vous avez parfaitement raison. Nous allons revenir sur les détails de cette arrestation. Mais politique oblige, et ça, c'est ma seconde question. Le chef de l'État est clair sur la question de la révision de la Constitution. Il semble dire qu'il ne sera pas complice d'une révision. En polémique, il poursuit et martèle. J'ai entendu un ou deux mots pour la révision de la Constitution. J'ai désormais une aversion pour cette question. J'aurai beaucoup de difficultés pour m'impliquer pour une telle démarche, dit-il. Docteur Bertin Corvy, s'agit-il encore d'un autre piège sans fin de Patrice Talon ou tout simplement l'opposition a tort de ne pas le croire? Vous savez, le drame de la gouvernance Patrice Talon est congénital. C'est son maître à penser. Parce qu'en réalité, Patrice Talon ne gouverne pas. Patrice Talon règne. C'est Djogbenou, Joseph, qui gouverne le Bénin. Parce que c'est le maître à penser d'un régime qui est en réalité celui qui gouverne. Et c'est maître Djogbenou Joseph. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le leitmotiv qui doit fonder leur régime sera la ruse et la rage. Il se trouve qu'un auteur a dit que la ruse en politique est à la religion, mais ce que l'hypocrisie est. Il est dangereux, la ruse en politique. Ce qui fait qu'on ne peut plus croire en ce que, hélas, dit Patrice Talon. Vous y croyez quelque chose, vous? Mais Patrice Talon est dans le partage des rôles. Mais je vais vous rappeler l'histoire. Hitler, mais qui en 1939 habille des soldats allemands, mais qu'il fait traverser la frontière polonaise, mais il les habille en treillis polonais. Et il les pousse à tirer sur l'Allemagne. Et il va à la télé, il vocifère pour dire que la Pologne l'attaque. Et il s'est fondé de cela pour attaquer la Pologne. Vous connaissez la suite. Oui. Je veux juste vous dire que Patrice Talon, en réalité, fait économie de vérité. J'ai décidé d'entrer dans la peau de l'homme d'État dont il y a des propos que je ne tiendrai pas. C'est ça. Patrice Talon fait économie de vérité. C'est comme si une femme prostituée voulait vous convaincre qu'elle est vierge. Je ne dirai pas plus. Donc nous allons prendre vraiment avec doute ou une détermination vraiment cartésienne cette nouvelle posture du président Talon. Rien n'est sûr. Mais je voudrais dire, moi ici, à Santa Cruz de la Sierra, je suis en train d'apprendre encore comment se fait la politique et comment un peuple défend ses droits et sa constitution. La ville compte 2 500 000 habitants. Il y a 2 millions qui sont dans la rue. Dans une posture festive, le peuple réclame la vérité des urnes sans violence, sans insulte, sans bagarre. C'est extraordinaire. C'est le peuple béninois qui doit imposer à la classe politique, du reste, au maître de la classe. Parce qu'on dit, quand on dit classe politique, une classe a des élèves et a des enseignants. Les hommes politiques sont les enseignants et le peuple, ce sont les élèves. Ce sont donc les élèves de la classe, qui sont souvent plus nombreux, qui doivent imposer leur désirata aux enseignants. Donc c'est le peuple béninois qui doit obliger et l'opposition et ceux qui se disent mouvanciers à respecter la Constitution que nos pères nous ont léguée en héritage, que nous avons le devoir patriotique de défendre
au péril de nos vies. Merci, docteur Corvi. Vous n'êtes pas sans savoir une possible loi d'amnistie par rapport aux événements des mois d'avril et juin 2019 relatifs aux élections législatives. Toujours et encore un piège sans fin du pouvoir dit de la rupture. Votre réaction? Beaucoup de pièges sans fin. Oui, vous aimez bien ce livre et Jean Berlet, Olympe avait raison. Oui. Piège sans fin, non? Alors, je voudrais vous parler de loi d'amnistie. Le Bénin n'a pas de parlement. Comment peut-on voter une loi si on n'a pas de parlement? Nous n'avons pas de parlement. J'ai dit, j'étais encore en prison. Le 15 mai 2019, en prison, avec l'aide des Nations Unies, qui était venu s'enquérir de mes situations en prison, j'ai pu faire un audio où j'ai dit que le Bénin va se retrouver sans parlement, sans député à partir du 16 mai. Ça n'a pas changé. Vous ne voulez pas quand même que ceux qu'on a nommés avec l'encre du sang des Béninois se prévalent du rôle de représentant du peuple. Non, il n'y a pas de parlement, donc il n'est pas possible qu'une loi soit votée. Voilà, il n'y a pas de parlement. S'il y avait un parlement, je comprendrais. Maintenant, la loi d'amnistie. On veut amnistier qui? Ceux qui ont tué la population à main nue. Parce que nous autres, là, nous opposants, ceux qui sont en prison, nous voulons juste que le droit se dise. Si le droit se dit, nous n'avons pas besoin d'amnistie ni de grâce présidentielle pour être libérés. Tous ceux qui sont arrêtés au Bénin, aucun d'eux n'a besoin ni d'amnistie, mais ni de grâce pour être libéré. Si quelqu'un a besoin d'amnistie et de grâce, c'est bien Patrice Talon et c'est tonton Macoute qui ont tué nos populations. Donc, nous n'avons pas besoin d'amnistie ni de loi parce qu'il n'y a pas de députés. Comment peut-on voter si le Bénin est sans parlement? Donc, vous êtes en train de dire que si jamais on amnistiait ces prisonniers, ces détenus, c'est qu'on est en train de légitimer ce Parlement. Ce Parlement n'existe pas pour être légitimé. Vous savez, et je voudrais reprocher ceci à notre peuple et à ces maîtres qui sont du côté de l'opposition. C'est ça. Nous ne savons pas être constants dans nos prises de position. Nous ne savons pas respecter des principes. Ce Parlement n'existe pas et n'existant pas ne peut pas être légitimé. Elle n'existe pas de par le droit, de par la légitimité. Voici un pays où après les tripatouillages de la Cour constitutionnelle, on dit qu'il y a eu 27% de participation. En réalité, le général Juan Nguan à Malabo, qui s'occupait de mon enquête, m'a dit que les calculs qu'il a eu à faire parce qu'il a un logiciel lui ont donné 3,5% de participation. Général, celui... Pour la dernière... c'est-à-dire le simulacre de balade de santé électorale que Patrice Talon a organisé le 28 avril. Et je voudrais remercier et féliciter notre peuple et enlever mon chapeau pour honorer ceux qui sont morts sur le champ de l'honneur et ceux qui ont refusé d'aller légitimer une telle escroquerie législative. Donc, il n'y a pas de parlement. N'ayant pas de parlement, on ne peut pas la légitimer. C'est ça. Maintenant, par quelle formule vous pensez que nos compatriotes qui sont en prison ou ceux qui sont en exil peuvent vraiment recourir leur liberté? Quel est le mécanisme? Parce qu'ils n'ont pratiquement rien fait. Ils sont... leur seul péché, c'est d'avoir exercé leur liberté d'opinion. Donc, et ils ne peuvent pas être en prison
de façon indéterminée. Donc c'est ça le problème. Qu'est-ce que vous pensez? Quel est le mécanisme? Puisque le président semble en train de faire mea culpa ou une ouverture. On peut dire qu'on peut interpréter ça pour dire que c'est une opération de charme pour quand même charmer la communauté internationale ou pour jouer encore un de ces pièges, etc., etc. Mais le problème fondamental pour les Béninois, c'est vraiment ces fils qui sont en prison aujourd'hui et qui sont en train de vraiment souffrir en prison pour quand même... leur seul péché, c'est d'avoir expressé leur opinion. Ce qui n'est pas possible, n'est plus possible au Bénin depuis la conférence des forces vives de la nation depuis 1990. Réagissez rapidement. Alors, moi, je vais vous dire, je chéris, je valorise la justice à la liberté. Je valorise, je préfère la justice à la liberté. Moi, Corvi Bertin, en réalité, le 20 mai, déjà, la police avait déjà conclu ses enquêtes et m'avait déjà innocenté. Mais après, on m'a dit le 15 juin qu'on pouvait me laisser aller au Nigeria ou bien sortir du pays en cachette. Et j'ai dit non, je veux aller à la justice. Pour votre information, c'est moi-même qui ai amené mon cas devant les tribunaux en Guinée équatoriale. C'est ça. Alors, les prisonniers politiques au Bénin et ceux qui sont en exil ne sont pas pressés d'être libérés à tout prix. Quand un pays souffre de l'injustice, la place des patriotes et des justes est en prison. Les seuls réellement libres au Bénin sont ceux qui sont en exil, sont ceux qui sont en prison. Parce que le drame est que nous légitimions la dictature de Patrice Talon en acceptant qu'on élargit les gens sans justice. Mais ce qui a fait qu'on les a mis en prison, qu'on les amène devant les tribunaux et que les vrais tribunaux que le Bénin a, les juges et décident de s'ils sont coupables, qu'ils fassent la prison, s'ils sont innocents, qu'on les innocente. On n'a pas besoin de grâce présidentielle ni d'amnistie. Parce que même Patrice Talon lui-même aujourd'hui n'est plus légitime ni légal pour pardonner ou bien gracier quelqu'un au Bénin. Ses mains sont entachées de sang de Béninois. Et une telle grâce, moi, Corvi, je vais la rejeter. Merci beaucoup, Dr Corvi. Nous allons parler à présent d'un sujet qui fait le buzz en ce moment. C'est-à-dire, comment et pourquoi la CRIET se déclare incompétente de la disparition d'argent à la DGI, alors que dans un passé récent, elle s'est toujours déclarée compétente pour des fautes même mineures et qui ne relevaient même pas de sa compétence. C'est quand même sans précédent, cette position de la CRIET est face à une perte de somme de près de 4 milliards. Votre réaction, s'il vous plaît. Monsieur Suleiman Harouna, peuple béninois, nous ne sommes pas conséquents envers nous-mêmes. Et nous sommes amnésiques. Il n'y a pas si longtemps que cela que j'ai écouté sur cette même émission, vous et un invité, oui, critiquer et dire même que la CRIET est illégale. Oui. Qu'elle viole la Constitution. Mais depuis quand vous vous plaignez aujourd'hui de ce que la CRIET vous donne raison quelques mois après? La CRIET n'a jamais existé, elle est illégale. Si elle prend conscience qu'elle ne devrait pas exister, de quoi vous plaignez-vous? Mais il y a d'autres juridictions, d'autres niveaux de juridiction au Bénin, que ces juridictions-là se saisissent. Il y a le tribunal de première instance au Bénin. Il y a la cour d'appel. Pourquoi vous voulez la CRIET? Ils se sont rendus compte de leur illégitimité, de leur illégalité. Ils ont pris acte de ce que vous leur avez reproché tout le temps. Mais vous vous en plaignez encore. Que voulez-vous à la fin? Je félicite plutôt la CRIET
d'avoir pris conscience qu'elle n'existe pas du point de vue du droit au Bénin et n'existant pas, elle ne peut pas connaître d'un tel dossier. Ouais, Monsieur Corvi, vous allez comprendre le peuple béninois. C'est que on a l'impression que nous ne sommes pas dans un régime normal. Et je suis d'accord avec vous. Et cette confusion vient du fait que, vous voyez, quand on va à droite, c'est la rupture, c'est les rupturiens qui sont là. Quand on va à gauche, à telle enseigne qu'on ne sait même pas ce qui se passe. Vous voyez, qui fait quoi et qui agit. Donc, c'est ça la question. Et aussi, cette injonction au niveau de la justice et cette même mise au niveau de la justice. Donc, à telle enseigne, c'est le même cas avec le Parlement. C'est le même cas avec la RAC. C'est le même cas avec les autres institutions. Donc, on ne sait pas vraiment où on va parce que tout est désorganisé dans le pays. Donc, c'est ça le grand problème. Donc, cette confusion et cette rétroactivité en matière de ce que nous avons eu à dire et de cette non-reconnaissance de ces institutions. Bon, ces institutions sont toujours là. Ils font et défont la politique. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça l'embrouillamini dans lequel nous sommes. Et je pense que cette confusion n'est pas tributaire, si vous voulez, du peuple béninois. Elle vient du sommet. Et c'est vraiment dommage. Et alors, si vous voulez mon avis. Allez-y. La politique et les luttes politiques sont à l'image de la course athlétique, une course de fond, ce n'est pas une course de vitesse. C'est ça. Nombreux sont pressés d'avoir un résultat. Moi, je suis entré dans l'arène politique officiellement au Bénin le 5 décembre 2005. Et j'ai été reçu par Dawawe et Jo Kolono. Ouais. Et depuis ce jour, je dis la même chose. Je reproche au Bénin son paradigme économique. Je dis qu'il faut construire une économie fondamentale. Nous allons revenir. Et je l'ai reproché au président Yahi Boni. Je le reproche encore aujourd'hui. Pour dire quoi? Il faut que nous soyons constants dans les principes. Nous avons dit que la criette est illégale. Pour une fois qu'elle se rend compte qu'elle est illégale, nous n'avons pas à nous plaindre. Ça voudrait dire, si la criette se déclare incompétente par rapport à 4 milliards, elle n'a jamais pu être compétente par rapport à Gabon et d'autres. Tirez la conséquence. Vous n'avez pas fait les mathématiques? Oui. Mais c'est cela. La criette n'existe pas. Vous savez, j'ai pris certaines positions que du reste, mais je savais que le Bénin en tant qu'État allait réagir, mais n'aurait pas de preuves contre moi parce que j'étais plutôt celui qui respectait notre constitution à l'article 66. Très bien. Pourquoi? Parce que la loi sur le numérique nous imposait de la violer. C'est ça. Quand la loi est contre le peuple, il faut être hors la loi. C'est ça. Voilà la réalité. Et ce qui nous amène à cette question, puisque nous sommes dans ce volet politique. Et alors, je vais vous poser la question. Que cache la curieuse citation plutôt directe de l'honorable Dianoutin Valentin? Et vous savez que les autorités du pays l'accusent d'avoir violé la loi numérique. Et donc, il y a plusieurs mois, et on est surpris que c'est maintenant que on l'arrose d'une citation directe. Et nous avons su, vous avez réagi à travers les forums pour dire que c'est une confirmation, une justification du fait qu'il a pu dire certaines vérités autour d'un juge à Abomey. Donc, donnez votre avis avant que nous ne passons sur
la problématique de l'économie fondamentale dont vous prônez. Vous avez la parole. Vous avez déjà répondu à la question. En réalité, la rupture a donné la preuve par la citation directe de ce que la justice est instrumentalisée. C'est eux qui ont donné raison à l'honorable Dienotin dans son assertion par leur comportement. Donc, de ce point de vue, cela ne me meut pas. Tout simplement parce que cette situation ne change rien, cette citation directe ne change rien à la situation de Laurent Dienotin, qui du reste est déjà en exil. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Une citation de plus? Une poursuite de plus? Ça change quoi? Au contraire, il était général, une seule barre, une étoile. Il est maintenant à 2 étoiles. Bref. Donc, non, mais une autre interprétation politique peut tourner autour du fait qu'on cherche peut-être à l'amnistier du fait qu'il n'a pas été condamné. On veut le condamner et après, on va dire que, bon, on l'a amnistié malgré cette violation. Ça peut être un tremplin politique pour l'amnistier et dans le même temps, pour diviser un peu, lui permettre de venir au pays et diviser l'opposition. C'est ce que d'aucuns aussi disent en analyse politique. Je ne sais pas. Alors, vous avez la parole. Oui, oui, je vous entends très bien. Alors, je voudrais juste dire, nous sommes trop prolifiques en imagination au Bénin. Et c'est ça qui nous tue. Nous interprétons tout. Et à la fin, c'est Patrice Talon et les siens qui imposent le débat politique. Moi, je n'interprète pas, je m'intéresse à ce qui m'intéresse. C'est ça. Et ce qui est simple, parce que, vous savez, j'ai d'abord été informaticien. Et moi, la vie, c'est la porte est ouverte, la porte est fermée. La lumière est éteinte, la lumière est allumée. Donc, je simplifie les choses. Ce qui m'intéresse, c'est que cette situation a prouvé que l'honorable Dienotin ne s'est pas trompé dans ce qu'il a dit de Patrice Talon et de son régime. Le reste, ce sont des conjectures dont personne n'a la preuve. C'est vrai. Et ce n'est pas important. Merci beaucoup, Dr Korovi. Nous allons parler à présent de l'économie fondamentale dont vous êtes l'apôtre, le chantre, pour ne pas dire le fondateur de cette économie qui semble s'imposer désormais aux pays africains. Le temps, voire le balbutiement économique de nos pays semble vous donner à présent, et dans ce contexte, raison. Alors, Liroko, qu'est-ce qu'une économie fondamentale selon vous et comment le Bénin pourra-t-il en profiter? Vous avez la parole. Alors, l'économie fondamentale. Je voudrais d'abord aller à l'économie. Parce que je ne définis pas l'économie de la même façon que les autres. Moi, je suis chercheur. Qu'est-ce que l'économie? L'économie est une science sociale, une main invisible, qui a pour tâche, pour rôle, pour fonction, de prendre les ressources existantes d'un pays, d'une ville, d'un village, d'un quartier, pour satisfaire les besoins de ce pays, de cette ville, de ce village, de ce quartier. Il se trouve malheureusement, et trop souvent à mon goût, que les besoins soient plus nombreux que les ressources. C'est ça. Ainsi donc, la nécessité de mettre en place une activité humaine qui produise de ressources additionnelles s'impose. De ce point de vue, et de mon point de vue, on n'est pas en production économique quand la production n'est pas mue par la nécessité, le besoin de satisfaire, permettez la redondance, les besoins de la communauté qui n'ont pas trouvé ressources. Maintenant,
à l'image d'un édifice, pour construire une économie, il faut une fondation. Et c'est là que vient l'économie fondamentale. Parce que, et je n'invente rien, ne vous trompez pas, allez dans l'historique de l'humanité, vous vous rendrez compte que l'humanité a toujours, le sachant ou pas, commencé par construire d'abord les fondamentaux économiques avant d'être là où on en est aujourd'hui. Alors, l'économie fondamentale, eh bien, c'est tout simplement la capacitation de l'État, du pays, du village, de la ville, à satisfaire ses besoins fondamentaux, ses 5 besoins fondamentaux par l'activité de ceux qui y vivent. C'est ça. Mais mes recherches m'ont amené à imposer à mes pairs économistes le fait qu'on n'a pas 5 besoins fondamentaux. On en a 6. Ah bon, ça c'est intéressant. Ah oui. Alors le 6e, voilà. c'est le besoin en énergie. Alors dans les livres saints, Dieu, et je ne suis pas bon Dieu disant, dans Genèse 1, verset 3, on dit Dieu a créé la lumière avant toute chose. Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. La création même de Dieu, qui a une allégorie, hein, ne vous trompez pas, oui, a commencé par la lumière. Alors, tant qu'un pays ne satisfait pas les besoins en énergie de son peuple à 90%, ce pays ne peut pas se prévaloir d'espérer un développement. Donc, le 6e besoin, que j'appelle le point zéro, le besoin zéro, c'est l'énergie. Après l'énergie, vous avez le besoin de se nourrir. Et c'est le drame des pays africains. J'ai entendu la Russie dire qu'elle exporte en Afrique, sur le plan alimentaire, 25 milliards de dollars de nourriture. Je vous dis au passage que l'Afrique a 60% des terres arables en réserve au monde sont en Afrique. Mais nous importons 25 milliards de dollars, c'est Poutine qui parle, de nourriture depuis la Russie. Une malédiction. Nous importons notre riz de l'étranger, le poulet du Brésil, le sucre du Brésil, l'huile de la Malaisie, le poisson d'ailleurs. Dites-moi, on ne peut pas faire d'ordinateur, on ne peut pas fabriquer de voitures. Ne pouvons-nous pas produire du riz? Ne pouvons-nous pas produire du poulet? Ne pouvons-nous pas produire de l'huile? Etc., etc., etc. Docteur, quand vous laissez le... Oui. À vous entendre, c'est que nous pouvons résumer pour dire qu'au fait, l'économie fondamentale dont vous parlez avant de revenir sur le cas spécifique du Bénin, c'est ce qu'on peut appeler tout simplement, et comptons d'abord sur nos propres forces. Et cette force, c'est pratiquement ce que nous produisons. Nous pouvons l'expliquer comme ça pour le commun de nos internautes? Non, justement. Okay. Je n'aime pas les slogans. Parce qu'en réalité, la différence entre le comptons d'abord sur nos propres forces et l'économie fondamentale, c'est le rôle de nous tous à la fois. Le rôle de l'État. C'est important. Parce que ceux qui ont dit comptons d'abord sur nos forces, nos propres forces, n'ont pas amené les populations, n'ont pas aidé les populations à avoir les capacités de production de richesses additionnelles. C'est ça. Donc, il y a des choses que l'État doit faire que je ne dirai pas ici. Parce que tout le monde est devenu économiste fondamentaliste. Donc, je ne dis pas tout. Je suis en train de signer un contrat avec certains pays africains. Après, justement, le Nigeria. Parce que, pour votre information, je fais partie de ceux qui ont influencé la pensée, la philosophie économique du président Buhari. C'est pour ça que quand vous irez écouter moi, président, j'avais déjà prévu que le Nigeria ferme sa frontière, que le Nigeria nous impose de cesser d'importer du riz, du poulet, etc. Je suis l'un des auteurs
du programme appliqué aujourd'hui au Nigeria. Et c'est le seul qu'il faut. Ce programme a permis au Nigeria d'être autosuffisant en riz en 4 ans. Donc, l'économie fondamentale, ce n'est pas le canton d'abord sur une propre force, ce n'est pas le communisme, ce n'est pas du slogan, non. Ce sont des actions concrètes à faire. Ce sont des investissements que l'État doit faire qui permettent au peuple de créer de richesses additionnelles. L'économie fondamentale, à la fin, ce n'est pas ce que produit un agent économique. C'est une décision d'État. C'est l'homme d'État qui construit l'économie fondamentale. Nombreux confondent l'économie fondamentale à ce que Sakevi produise du poulet. Adjamon produit du poulet. Adjamon veut bien produire du poulet au Bénin. Mais si le Bénin n'est pas en économie fondamentale, il va se ruiner, puisque les conditions de l'État, les réformes, le corpus juridique ne lui permet pas d'être protégé dans sa production. Et c'est ça que le Nigeria est en train de faire. Donc l'économie fondamentale, ce n'est pas aussi simpliste que les gens se croient. Ce n'est pas le slogan de « comptons d'abord sur nos propres forces ». Non. Ça lui ressemble, mais ce n'est pas ça. C'est toute une politique d'État. C'est toute une politique. C'est une politique d'État, oui. Absolument. Mais pourquoi à Djammi, je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Allons d'abord dans la formation, parce que l'économie fondamentale, c'est la formation, s'éduquer, s'instruire, se loger, se soigner, se vêtir, se nourrir, etc. Regardez comment je suis habillé. Vous ne pouvez pas être un bon Africain et ne pas promouvoir le savoir-faire béninois. Imaginez un instant qu'on habille nos soldats et policiers en tissu tissé par nos tisserands. Vous imaginez combien de richesses on va créer dans les villages? Imaginons qu'on commence par produire le savon de ménage et le savon de toilette chez nous. Vous imaginez combien il y aura de richesses, etc. Donc c'est tout un ensemble. Tant que l'Afrique, et je ne parle pas du Bénin, tant que l'Afrique ne va pas adopter l'économie fondamentale, nous n'irons nulle part. Bon, nous prenons le cas. Allez-y, allez-y. Je fais une confidence. En Bolivie, j'ai le statut de citoyen d'honneur. Pourquoi? En 2016, j'y étais et j'ai travaillé avec le vice-président de la Bolivie à l'économie, parce que c'est lui en réalité qui gère l'économie du pays. Et je lui ai proposé le paradigme de l'économie fondamentale. Ce qui nous a permis, par l'action de l'État, de viabiliser 3 millions d'hectares de terres additionnelles. L'État a permis à la Bolivie de viabiliser 3 millions d'hectares de terres additionnelles. Et ces 3 millions-là sont à la disposition des paysans, mais qui les utilisent pour produire de la richesse. C'est de ce point de vue que les Mayas qui sont en Bolivie, les autochtones, ont exigé comme au Nord. Et le Parlement bolivien m'a honoré en janvier 2019 et m'a donné le statut de l'ami du peuple bolivien. Donc je ne suis pas en Bolivie, en exil, non. Au contraire, je suis comme chez moi. Et l'université de Bolivie m'a donné la chaire de l'économie fondamentale, parce que toute la théorie n'est pas finie. Et je ne dis pas tout, je ne publie pas tout, parce que le drame que nous avons en Afrique, et surtout au Bénin, c'est que les gens se sont paresseux sur le plan intellectuel, mais ils sont prompts à copier les autres. Vous verrez que je ne dis pas tout. Sinon, demain, vous allez les voir commencer par devenir des économistes fondamentalistes. Monsieur le docteur Kovi, si par exemple, on prend le levier poulet, par exemple, dans la logique d'une économie fondamentale, et cela se poursuivait dans cette logique, ça veut dire que d'autres personnes privées, s'ils décident de le faire de façon parallèle à l'État, il y aura une concurrence où cet état de choses est possible dans une logique d'économie fondamentale. Parce que si par exemple l'État béninois prend comme levier le paradigme poulet, tout ça, moi, M. Harouna, j'ai mes moyens, je suis libéral,
je veux le faire et je veux encore plus moderniser ça, plus que l'État. Est-ce que c'est possible, dans une économie fondamentale? Bon, je vous remercie de cette émission parce que vous avez tout faux. Les États-Unis, première économie libérale, mais a une chance d'avoir Trump qui est en train de reconstruire l'économie fondamentale américaine. L'économie fondamentale, ce n'est pas l'économie étatique. Mais voilà, qu'est-ce que vous me dites là? Mais vous me répondez à ma question et vous répondez en même temps oui. aux autres internautes. Oui, mais c'est une chance que vous me posez la question. Il ne faut pas me confondre au communisme ou à l'étatisme. Ce n'est pas ça. L'économie fondamentale, c'est justement l'État met un corpus juridique, les conditions pour que l'activité du secteur privé puisse prospérer. L'État ne fera pas le commerce. L'État ne fera pas... L'État jouera toujours un rôle régulateur, comme dans une économie libérale. C'est le régulateur de l'État qui construit l'économie fondamentale. C'est pour ça que c'est un corpus juridique. D'accord. Parce que l'économie fondamentale doit faire en sorte que, par exemple, mais tout le matériel qui doit entrer au Bénin, dans le cadre de la production de poulets et autres, mais entre sans taxes, sans douane. Voilà une mesure d'économie fondamentale. C'est ça. Et pour faire en sorte que les sociétés qui s'installent dans ce secteur-là aient, ma foi, soient exemptées, exonérées d'impôts pour les 5 premières années. C'est une mesure d'économie fondamentale. Il faut, après 18 mois, que l'économie fondamentale est lancée, que l'État, justement, et c'est ce que j'ai conseillé à Buhari, mais empêche, ma foi, que d'autres viennent détruire son marché. Il n'y en a pas deux. Tant que, dès que le Bénin commence l'économie fondamentale, au bout de 18 mois, moi, Bertin Korovi, président, j'interdirai l'importation de poulet et je vais encourager l'importation de matériel pour produire du poulet au Bénin. C'est ça. Moi, Korovi Bertin, président, j'interdirai l'importation du riz et je favoriserai l'importation de tracteurs et d'engrais pour produire le riz au Bénin. Moi, Bertin Korovi, président, mais j'interdirai l'importation d'huile végétale d'ailleurs et je vais encourager la production d'huile intérieure. J'interdirai l'importation du savon de l'étranger et je vais encourager la production locale de savon. Donc, ce sont des mesures, justement, que l'État prend à imaginer l'économie du poulet. L'économie du poulet va permettre la production de soja, dont l'agriculture va bénéficier des poulets qui mangent. Va permettre l'économie du maïs. Va permettre la provenderie. Va permettre aux vétérinaires d'avoir d'emploi. Va permettre à l'abattage, va permettre à la chaîne de froid, va permettre au transport. Et enfin, va permettre à ceux qui vendent du poulet et ceux qui mangent de manger du poulet frais et ne pas devenir tensionnaire. Et passe-moi l'expression, monsieur Suleiman, oui. Est-ce que tu sais que c'est à force de manger du congelé que tu deviens gros? Ben oui. Voilà. Donc, c'est un peu cela. C'est ça. Bon, monsieur Dr Korovi, vous savez que le coton est pratiquement l'or en ce qui concerne les ressources très limitées du Bénin, mais le Bénin n'a jamais cultivé ou fait la promotion des dérivés de ce coton. On peut soustraire du coton, l'alcool et les ingrédients pour l'agriculture, etc. Bon, dans ce contexte, si dans le contexte de l'économie fondamentale, puisque cette exportation du coton essaie de booster notre budget, donc si on supprimait cette exportation, et on se limitait strictement au paradigme en ce qui concerne l'économie fondamentale,
Est-ce que vous pensez que le budget béninois peut survivre par rapport à une telle mesure? Alors, je vais vous répondre. Mais nous produisons du coton que même le mouton ne mange pas. Si on ne vous achète pas votre coton, vous en faites quoi? Rien, vous l'avez sur le bras. Mais à imaginer que vous produisez du maïs, du riz, du niébé, du manioc, si on ne vous l'achète pas, vous consommez vous-même, vous gardez une partie, et si vous n'arrivez pas à tout manger, le surplus, vous nourrissez vos animaux avec, et vous allez transformer votre céréale en viande que vous allez vendre. D'ailleurs, pourquoi le coton est acheté au prix que veut bien vous imposer Liverpool? Le coton n'a de valeur intrinsèque que pour Liverpool. C'est pour ça que le prix qu'on nous paye pour le coton ne vaut pas l'activité et l'effort que cela demande. Quand nous vendons le coton, qu'est-ce qu'on fait des devises que nous récoltons? On va importer du poulet, on va importer du riz, on va importer de l'huile. Questionnez, mais le budget national, vous verrez que l'argent que nous gagnons à exporter du coton est moins que l'argent que nous dépensons à importer à manger. D'où vient la différence de ce que l'argent que nous dépensons pour importer à manger est plus élevé que l'argent que nous gagnons à vendre du coton? C'est à cause de la diaspora béninoise qui fait des transferts sur le Bénin. C'est ça. À cause du tourisme qui vient au Bénin. Ça voudrait dire quoi? Si le Bénin, le temps que le Bénin consacre à produire du coton, le consacrer à produire les besoins des Béninois pour éviter d'importer le poulet, l'huile, le sucre et j'en oublie, ce serait plutôt, sur le plan comptable et économique, plus bénéfique pour le Bénin. Nous aurons plus de devises. Attendez, laissez-moi finir. D'accord. Permettez-moi. Nous aurons plus de devises. Donc c'est faux. Cette histoire de coton qui nous donne des devises, c'est parce que les devises, quand on gagne 50 milliards par la vente du coton, on importe pour 70 milliards de nourriture. Ça. Mais les 20 milliards additionnels là, on les trouve d'où? C'est cela le problème. Donc, occupons notre temps, occupons nos paysans à produire ce qui a de valeur intrinsèque pour eux. Maintenant, quand vous prenez spécifiquement le positionnement béninois par rapport au Nigeria, c'est ça. Le Nigeria gagne des dollars grâce au pétrole. Arrimons notre économie, emboîtons notre économie à l'économie nigériane. Produisons ce que nous allons manger, le surplus, vendons-le au Nigeria. D'accord. Mais en gagnant du naira, c'est des dollars que nous gagnons déjà. Ça, c'est un. J'en aurais terminé en vous disant que la catastrophe béninoise, la catastrophe économique et notre pauvreté est justement proportionnelle à la quantité de coton que nous produisons. Plus nous produirons du coton et plus nous serons pauvres. À moins qu'on commence par transformer, par tisser le coton béninois en fibres pour faire du tissu local, pour habiller nos écoliers, pour habiller nos soldats, mais pour que la population s'habille. Le coton n'est pas une production économique au Bénin. Si le Bénin cessait de produire du coton, qui mourrait de faim dans un village? Je vous laisse philosopher. Voilà, monsieur docteur Corvi, c'est que une question très pertinente qui me vient à l'esprit, c'est que dans cette logique que je partage en partie de l'économie fondamentale, si à la fin de l'année, et vous savez que nos budgets sont des budgets assistés par nos partenaires, si à la fin, au bout du rouleau, et dans cette logique d'économie fondamentale, si nous ne parvenons pas à rentrer vraiment dans notre budget, qu'est-ce qui va se passer? Parce que le pouvoir d'achat et le pouvoir de consommation du Bénin, du Béninois, est très, très négligeable. Et vous avez fait cas du Nigeria, qui est un très grand
en matière démographique. C'est ça un peu le risque. Est-ce que ce n'est pas un risque de vouloir appliquer l'économie fondamentale dans sa totalité, de façon globale? Parce que nos budgets sont des budgets assistés. Oui, mais vous n'avez, monsieur Aruna, vous n'avez pas honte? Vous vous écoutez? Vous avez le courage de venir devant le monde. Oh, nos budgets sont assistés et vous voulez continuer d'être assistés. Non, je ne dis pas. Non, je ne dis pas. Je dis ce que je parle de la réelle politique. Ça dit, je suis. Voilà, je parle de la réelle, c'est les faits. Oui, mais moi aussi, je veux être réaliste. D'accord. Moi, Bertin Kouovi, quand j'étais candidat, j'avais déjà négocié avec le Nigeria d'interdire l'importation de tout ce que le Nigeria interdit d'importer chez lui. J'aurais interdit au bout de 18 mois de pouvoir l'importation d'huile, l'importation de poulet, l'importation de riz, parce que je me donnerais des capacités intérieures. Et pour y parvenir, puisque l'interdiction de ces importations pour la réexportation frauduleuse au Nigeria ferait perdre de l'argent au budget béninois, eh bien, j'ai obtenu et j'ai discuté avec le Nigeria pour que le Nigeria nous subventionne à hauteur de 1 milliard de dollars notre budget. Aujourd'hui, le Nigeria impose au Bénin d'interdire tout ce que lui, il a interdit chez lui. Et en retour, le Bénin n'a même pas le courage de lui dire « je veux bien entrer dans l'économie fondamentale comme tu me l'imposes ». Seulement, moi, j'avais des royalties que je tirais de la contrebande sur ton pays. Comment est-ce que je mobilise ces fonds pour le budget de l'État et exiger une compensation, un soutien, une solidarité au Nigeria? Pour vous dire, dans le cas spécifique du Bénin, nous sommes le pays le plus riche potentiellement. Nous sommes plus riches que le Nigeria. Nous sommes à peine 5 millions de producteurs et nous avons 45 millions de consommateurs à notre disposition. Au Nigeria, à 300 km de la frontière béninoise, vous avez plus de 45 millions de consommateurs pour 5 millions de producteurs béninois. Donc, nous sommes riches. Non, ne vous y trompez pas. Nous ne perdrons rien. Nous n'avons pas besoin que notre budget soit soutenu. Au contraire, dès que nous allons commencer par produire pour satisfaire nos 5 besoins fondamentaux, mais en réalité, pour vous rassurer, en une économie fondamentale, pour qu'on puisse avoir d'échanges, chaque pays doit en réalité satisfaire à 70% ses besoins et laisser le soin aux voisins de satisfaire 40 à 30%. C'est ça qui permet le commerce et les échanges entre les États. Je vous fais une confidence, j'ai un pays de l'Afrique centrale qui est en même temps Afrique australe, avec qui je signe déjà un contrat de consultant pour leur écrire. D'ailleurs, n'appelez pas le nom, mais je vous ai envoyé l'analyse. Oui. Parce que pour l'économie fondamentale, j'ai des banques de développement qui sont derrière moi. Vous savez, j'aurais dû être à Washington aujourd'hui même. Oui, oui. Mais j'ai la banque ibéro-américaine qui veut financer l'économie fondamentale. J'ai des fonds arabes, j'ai des fonds à Londres, j'ai des fonds au monde qui veulent financer l'économie fondamentale. Mais regardez combien la Russie dit qu'elle exporte pour 25 milliards de dollars de nourriture en Afrique. Mais si l'Africain commence par produire cette nourriture-là sur son territoire, ces 25 milliards seront partagés avec les paysans. Je veux prendre le cas d'un pays. Je faisais des études et j'ai vu que le Ghana importe pour 1 milliard 350 millions de dollars de riz. Si le Ghana, en tant qu'État, investit 1 milliard de dollars dans la viabilisation des terres rizicoles au Ghana,
le Ghana produira par lui-même pour 10 milliards de valeur de riz chaque année. Le Nigeria, c'est ce que nous avons fait. Vous savez, j'ai dit, je ne vais pas aller dans les détails, mais vous m'obligez à dévoiler toute l'économie fondamentale. Le Nigeria, c'est ce que nous avons fait. Nous avons financé l'État nigérien qui a viabilisé lui-même les terres, qui a mis à la disposition des vaillants producteurs. Oui. C'est l'État qui viabilise les terres, qui les met à disposition des producteurs. Quand vous restez chez vous, comptant d'abord sur nos propres forces, et vous demandez aux paysans d'aller faire le champ avec la daba et la roue, mais vous n'aurez aucun résultat. Dans le pays africain où je suis invité, mais je veux viabiliser, je pousse l'État à viabiliser 12 millions de terres. Parce que nous construisons les routes, nous construisons les hôpitaux, nous construisons les écoles, etc., les stades de football. Mais nous n'avons jamais compris qu'il faut construire les infrastructures de capacitation de production agricole, de capacitation de production apicole, de capacitation de production de pêche et autres tout. Donc, il y a des actions qui dépendent de nous tous à la fois. Je vais vous faire une confidence et j'en aurai terminé. J'ai grandi dans le village Bariba, moi. Qu'est-ce que le chef du village et le sage fait? Il réunissait toutes les forces vives du village pour aller viabiliser le village, les champs d'une famille tel samedi, et le samedi prochain, tout le village va dans le champ d'un autre, etc. Donc c'est la communauté qui viabilise le potentiel agricole d'une famille afin qu'elle puisse disposer de beaucoup de terres. Quand les terres sont viabilisées, les familles elles-mêmes peuvent les travailler. Ici, il faut les transposer au niveau de l'État. Et c'est ce que la Bolivie me trouve comme génie, ce que le Nigeria me trouve comme génie, et ce que le pays dont je vous ai envoyé l'analyse me trouve comme génie. On demande à nos paysans, à nos pays, d'augmenter les capacités agricoles de production. Mais si vous attendez que ce soit l'agent économique agricole qui le fasse lui-même, il ne pourra jamais le faire. Donc c'est cela. C'est une politique publique de capacitation de l'État au profit de l'agent économique. Très bien dit, et je partage cela, mais une question très pertinente. Et cette question est quoi? Vous connaissez les États-Unis, je vis il y a près de 26 ans, mais l'autre face des États-Unis, ça va un peu en contradiction avec l'économie fondamentale. Parce que si ce qui fait les États-Unis aujourd'hui, c'est la Chine. Tout ce que nous portons, les supermarchés, à 60%, c'est made in China. Et aussi, vous savez que les États-Unis ont le pétrole, mais ils ne touchent pas leur pétrole. Ils importent leur pétrole. Donc, et là où ils ont la main, une partie de cette théorie de l'économie fondamentale, c'est au niveau de l'agriculture et un peu au niveau de l'agriculture. Et donc, si cette économie fondamentale doit être pratiquement le cheval de bataille des pays africains, mais si on prend le cas des États-Unis qui ont fondé des paradigmes de développement sur le savoir-faire chinois, mais il y a vraiment matière à réflexion, Dr Corby. Réagissez rapidement par rapport à ça. Alors, j'ai commencé à l'entame et je vous ai dit que Donald Trump est mon héros. C'est le meilleur président que les États-Unis aient jamais eu depuis 1980. C'est le meilleur.
d'ailleurs, les résultats économiques et le niveau de l'emploi au niveau des États-Unis démontrent que Donald Trump est en train de réussir là où même Obama a échoué. Je refuse cela d'emblée. Je refuse cela d'emblée. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Allez-y. Je dis de prendre les statistiques de l'emploi et de jobless aux États-Unis. Prenez les statistiques. Je n'invente rien. Prenez les statistiques aujourd'hui. Donald Trump crée plus d'emplois que Barack Obama. Nous parlons économie, on ne parle pas de nationalisme ou bien de solidarité de race. On parle économie. Donald Trump, attention. Oui. Donald Trump a ses erreurs, oui. Mais en matière d'économie, Donald Trump est une chance pour les États-Unis. Parce que vous parlez de la Chine et vous avez raison. My dear, let me finish my analysis. Okay, go ahead. Sorry. Okay, then. Donald Trump est une chance. Si Donald Trump n'avait pas été président, je vous dis que en 2030, 2040, la Chine allait acheter toutes les États-Unis. Parce que ça ne s'explique pas, justement, que les États-Unis dépendent de la Chine pour produire ses besoins fondamentaux. That's amazing. Ce n'est pas de l'économie, ça. Mais l'acier américain est produit en Chine. Ce n'est pas normal. Les chaussures, le jouet mondial est produit en Chine. Ce n'est pas normal. Mais je voudrais vous dire une chose. C'est l'incivisme de l'opérateur économique américain qui ne cherche que le profit. Parce que qui sont ceux qui produisent en Chine? Ce sont les Américains, ne vous trompez pas. Hein. Le capital et le savoir-faire qui produit en Chine, c'est encore des entreprises américaines. La différence, et ce qu'ils oublient, c'est que leur effort est compté pour l'État chinois. Et l'État chinois prend des impôts sur ce qu'ils produisent. C'est de ce point de vue que Donald Trump a totalement raison dans ce qu'il fait. C'est un économiste fondamentaliste, Donald Trump. Les gens disent que non, il a de déréguler le libéralisme, mais non. Le libéralisme, écoutez, ne doit pas pousser les États-Unis à devenir consommateurs dans la poubelle du monde. Vous êtes aux États-Unis. Vous savez bien qu'il n'est pas aussi facile d'amener du lait du Canada pour entrer aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il faut protéger le producteur américain. Il faut faire pareil sur le plan industriel. Donc, regardez depuis, mais quand vous prenez le Détroit, beaucoup de villes industrielles sont mortes aux États-Unis. Pourquoi? Oui. Parce que la force de production est transférée en Chine. Oui. Et les États-Unis sont devenus une économie de plaisir, de spéculation. Quand vous prenez l'économie américaine à la bourse, mais elle est 100 000 fois plus importante que l'économie réelle. À la fin, c'est un casino. Mais je vous parle en économiste. Non, je sais. Mais pays ne se développe en jouant au casino. Donc, c'est Donald Trump. Ceux qui ne comprennent, Donald Trump est un bouffon, c'est vrai. Mais les Américains se rendront compte que ce monsieur a été fondamentaliste. Il est en train de reconstruire les fondamentaux économiques des Américains. Pourquoi l'acier ne peut-il pas être produit aux États-Unis? Pourquoi beaucoup de choses ne peuvent-elles pas être produites aux États-Unis? Pour que les jobless aient de l'emploi. Voilà. Donc, je ne suis pas contre, je ne suis pas l'antipode de ce qu'il faut faire. C'est plutôt les autres présidents américains qui n'avaient pas compris. D'ailleurs, comment il s'appelle? Hillary Clinton avait bien dit que vous ne pouvez pas crier, imposer vos points de vue à votre créancier. Parce que les États-Unis vivaient à crédit, ils vendaient des bonds que les Chinois achetaient et le déséquilibre entre les deux économies était tel que les Américains mangeaient ce qu'ils n'ont même pas encore produit comme richesse. Non, Donald Trump est une chance pour le monde et Donald Trump est même celui qui permet aux pays africains d'entrer en économie fondamentale et de refuser qu'on leur impose d'importer à manger. Si l'OMC me dit qu'au président,
vous devez importer la nourriture de la France, de la Chine et du Brésil, de la Russie. Je lui dis, mais regardez Donald Trump, il a refusé d'importer le poulet pourri de la Chine. Il a refusé d'importer les aciers de la Chine, etc. Ça permet, Donald Trump est une chance. Si on avait des économistes autour de nos chefs d'État, et si on avait des chefs d'État qui comprenaient ce qu'il faut. Voilà. Non, docteur Corvi, sur la problématique des emplois et le fait que vous êtes en train de dire que sous Donald Trump, il a eu beaucoup d'emplois, je refute cela parce que c'est un travail qui a été fait par son prédécesseur Barack Obama et qui a planté le décor. Donc, il est en train de jouir vraiment des réformes de Barack Obama. Et je ne suis pas en train de faire une politique raciale et du fait que Barack Obama est noir. C'est un fait. Maintenant, la politique de Donald Trump, c'est beaucoup plus une propagande. C'est que voilà un président qui articule des slogans. Et des slogans qui, si vous voulez, touchent ce que nous appelons les yeux bleus ici. C'est-à-dire, c'est ceux-là qui sont pratiquement les drop-out. Ceux-là qui ne sont pas lettrés. Donc, son discours anime ceux-là. Donc, et nous retrouvons, si vous voulez, la vieille aristocratie américaine. Donc, moi, je suis d'accord pas du fait que, bon, il prône le savoir-faire et la priorité des ressources des Américains par les Américains. Mais, vous savez, nous sommes dans un contexte d'un pays capitaliste qui fait la promotion de l'initiative privée. Et vous venez de dire que vous partagez le fait que tout se base sur les produits chinois. Et même, on prend Nike, on prend tout ce qui se passe. C'est made in China. Donc, il suffit de mettre la griffe d'un certain Jordan, tout ça là. Mais tout le savoir-faire est au niveau de la Chine. Est-ce que nous ne pouvons pas dire que c'est la nouvelle donne économique? Est-ce que nous ne pouvons pas dire que nous sommes dans un monde où il n'y a pas de frontières et la vitesse de croisière en ce qui concerne le développement nous impose ça? Ce qui, aujourd'hui, par exemple, vous êtes aux États-Unis, si je veux réparer mon ordinateur, donc on me fait un troubleshooting depuis l'Inde, depuis le Pakistan et même tout récemment depuis la Philippine. Donc nous sommes dans un concert de globalisation où la frontière vraiment n'existe pas. Donc c'est ce que je suis en train de voir par rapport à ce fondamentalisme économique. Si ce fondamentalisme économique, est-ce qu'il n'y a pas, je n'affirme pas ça, est-ce qu'il n'y a pas de doute pour essayer pour nous refermer sur nous-mêmes? C'est toute la problématique. C'est pour ça que j'ai questionné l'exemple, j'ai illustré avec les États-Unis où je suis témoin de ces grands bouleversements. C'est tout juste un complément, et puisque aucun pays n'a encore réussi cette économie fondamentale dans ce contexte numérique, dans ce contexte de globalisation, dans ce contexte de village planétaire. Donc voilà un peu... Je vais répondre à votre commentaire. Ne vous y trompez pas, Dao Xiaoping, le père du développement chinois, a fait l'économie fondamentale dans les années 80. Vous aviez certainement suivi les films Kung Fu où tous les Chinois étaient habillés de la même façon. Oui. Ah, ne vous trompez pas, vous croyez que j'invente l'économie fondamentale? Non. Je l'articule autrement, c'est tout. Ok, d'accord. Non, je suis d'accord. Attendez, non, laissez-moi finir. Les États-Unis, puisque vous y vivez, étaient plus riches et plus prospères quand les États-Unis s'occupaient de satisfaire leurs besoins par l'activité intérieure.
Aujourd'hui, les États-Unis sont l'ombre d'eux-mêmes. C'est une illusion économique. Les États-Unis ne sont plus la puissance que vous croyez qu'elles sont. Elles ne sont plus. C'est une chimère. La puissance se trouve chez celui qui vous nourrit. Celui chez qui toutes vos entreprises sont allées s'installer pour produire. Et c'est ça que Donald Trump est en train de résoudre. Autre chose. La globalisation n'empêchera pas les États de rester adversaires. Ne vous y trompez pas. C'est ça. Et Donald Trump l'a très bien compris. Pour enfin finir, je m'inscris en faux. Ne vous trompez pas. Je suis consultant pour des cabinets économiques aux États-Unis. Je travaille à distance. La création d'emplois aujourd'hui aux États-Unis, c'est dans quel secteur? Quand nous allons finir, eh bien, allez interroger Internet. Regardez là où l'emploi se crée. Ce sont les secteurs où Donald Trump est en train de bloquer la Chine. Mais dans l'acier, ah non, 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 non. J'ai dit, on ne va pas faire ce débat ici. Allez, non. Allez. D'accord. Allez. Après, faites, et si vous voulez, on fera un débat. C'est l'économie réelle qui est en train de créer de l'emploi aux États-Unis. Ce n'est pas le service. J'avoue que, comment il s'appelle? Barack Obama, qui était mon héros, a travaillé pour l'économie de service. Il a amélioré l'image des États-Unis. Le tourisme, à cause de Barack Obama, a eu plein de visiteurs. Il était charmant, sa femme était très belle, sa famille exposait tout le temps. Oui. Mais ça ne suffit pas. Donald Trump est mon héros. Ne vous y trompez pas. Dr. Corvi, il y a un point. Quoi? I'm not going to let you go, you know, if I don't say this. Vous avez parlé de l'acier. Et ça dit, c'est des industries, si vous voulez, dépassées. C'est comme si, il parle des mines, il parle du charbon. Est-ce que vous voyez, c'est extrêmement grave. Mais vous voyez la vitesse exponentielle du développement. Mais on ne peut pas, et c'est sûr, c'est le levier que Donald Trump se base. Alors que, aujourd'hui, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le TIPS. C'est ce qu'on appelle, comment dirais-je, l'outil Internet. C'est ce qu'on appelle les logiciels. C'est ce qu'on appelle la cybercriminalité. Et donc ça, c'est des leviers qui dépassent, si vous voulez, le nationalisme. Donc il faut être intégré pour le faire. Et c'est la différence entre ce que les autres présidents ont prôné et ce que Donald Trump fait. Est-ce que vous voyez? Il fait, si vous voulez, une politique, à reculons. Il fait une politique du passé. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, c'est le monde des patrons, si vous voulez, de Facebook. C'est la révolution du TIPS. Et c'est ça, la nouvelle donne. On ne peut plus reculer. Non, attendez. Non, je vais vous poser une question. Allez-y. Au fait, vous parlez du e-business. Vous parlez de IT. Je veux bien. Mais, au fait, vous allez à la bourse. Vous faites des placements. Vous gagnez des milliards. Vous allez manger le dollar à la maison. S'il n'y a pas du riz produit, s'il n'y a pas du poulet, s'il n'y a pas de la viande, l'économie, à la fin, là, c'est dans le plat. À Dom et Galé. On donne à Galé. Non, non, il y a à Dom et Galé. Donc, laisse-moi finir. Donald Trump, mais je pose encore une autre question. L'acier que les Chinois envoient là, ce n'est pas quelqu'un qui produit ça? L'acier qui est produit de l'étranger, que les Américains, tu veux qu'ils importent là, ce n'est pas produit par quelqu'un? Absolument. Bon, très bien. Si ça salit l'environnement. Mais nous sommes dans un monde globalisé. Salir l'environnement en Chine va influencer les États-Unis sur le plan du climat. Pourquoi c'est les Chinois qui ont le droit de salir l'environnement là-bas et créer l'emploi pour les leurs et pas les Américains? Allez, j'ai dit, une économie a besoin d'une fondation. Il faut les piliers. Écoutez, c'est une théorie sur laquelle j'ai travaillé 20 ans durant. Si l'Université de Bolivie a estimé qu'il faut la présenter à 2 universités,
où toutes les universités de l'Amérique latine, au Brésil, le 11 janvier, m'ont donné le premier titre de docteur honoris causa en économie fondamentale, c'est parce que ce n'est pas con. Je vous dis, c'est ce qu'il nous faut. Mais il y a des variantes. C'est-à-dire une théorie ne peut pas s'appliquer dans les mêmes formes à gauche et à droite. C'est vrai. Sinon, vous savez que normalement, si ce n'était pas la puissance de consommation des Américains, le dollar aurait dû être dévalué. C'est vrai. Parce que tous les fondamentaux de l'économie monétaire sont violés par les Américains. La dette est exponentielle. C'est ça. L'étalon or n'existe plus. En réalité, si les autres pays qui ont le dollar américain voulaient l'échanger, ben les Américains se retrouveront incapables d'honorer leurs engagements. Si la Chine imposait aux États-Unis demain, rembourse-moi les dettes à mon égard, les États-Unis feront banqueroute. Vous voulez que Donald Trump continue comme ça? Non. Donald Trump qui prend mal. C'est un bouffon, je vous le conseille. Mais the guy is working for you people. That's right. He's our president. Mais vraiment, docteur Corby, ce n'est pas que je vous challenge, je suis loin. Vous êtes expert du domaine. Je ne fais que vous pousser pour nous éclairer et beaucoup plus la théorie de l'économie fondamentale. Et je suis pratiquement un prenant de ça, mais je reste un peu critique par rapport à son application. Et pourquoi pas ne pas oser? Et si ça peut passer par le Bénin et pour constituer un modèle dans la sous-région, le Bénin aura gagné. Rapidement, pour clore cette émission, en une seconde, quelles sont les propositions pour un développement endogène au Bénin? Très rapidement, pour qu'on puisse clôturer. C'est aussi simple que ça, c'est l'économie fondamentale. D'accord. Vous vous préoccupez du Bénin. Le Nigeria, avec qui je suis constamment en contact, même en prison, j'envoyais des courriers au président Buhari. En prison, je vous ferai parvenir ma lettre que j'ai envoyée au président Buhari pour lui faire la situation béninoise, pour répondre à ses préoccupations par rapport à l'économie fondamentale à un moment donné. La fermeture de la frontière avec le Bénin, enfin, ce n'est pas avec le Bénin. Le Nigeria a fermé ses frontières, pas contre le Bénin, mais pour permettre à ce que sa production rencontre un marché. La fermeture de la frontière nigérienne, si je n'en suis pas le père, j'en suis l'instigateur. Pas contre le Bénin, pas contre le Ghana, pas contre le Niger, mais dans l'intérêt supérieur de l'économie nigériane. Mais comment pouvez-vous comprendre que le Nigeria ait investi des milliards à viabiliser les terres pour produire du riz? Nous avons un contrat avec les paysans qui, pendant qu'ils produisent, ils vendent à des structures liées et avec des contrats avec l'État pour les assurer de la vente de leurs produits. Nous avons mis des sociétés pour décortiquer le riz. Les terres qui ont été viabilisées, les paysans doivent les rembourser pour l'investissement qui est fait pour viabiliser la terre sur un certain nombre d'années. Mais s'ils ne trouvent pas de marché pour leur riz, tout le système va s'écrouler. Donc, Buhari n'avait pas le choix. Ne vous y trompez pas. Hein. La frontière ne va pas s'ouvrir tant que les pays alentours ne comprendront pas que c'est une nécessité vitale pour le Nigeria en tant qu'État, avec 203 millions de population à nourrir, que d'empêcher que le Bénin, le Togo, le Ghana, le Cameroun deviennent des pays à partir desquels on fait la guerre économique au Nigeria. C'est cela la vérité. Docteur Corby, de prendre l'initiative, mais je fais partie de ceux qui lui ont dit, parce qu'on me dit, on a produit et on ne trouve pas de marché. J'ai dit, mais si les populations ne consomment pas ce qu'on a produit, c'est parce qu'il y a une autre consommation. C'est parce qu'il y a une autre proposition. Et aujourd'hui, les Nigériens sont heureux
de manger leur propre riz. Vous comprenez? Oui, docteur Corvi. L'économie fondamentale applique déjà au Nigeria. Docteur Corvi, ce qui me fait plaisir dans votre rhétorique et dans votre articulation, vous êtes et continuez d'être constant dans votre vision. Et à vous entendre, honnêtement, vous êtes l'un des rares politiciens béninois et intellectuels à articuler quelque chose et à donner vraiment les contours de la matérialisation de cette vision, à savoir l'économie fondamentale. Et je me dis, et je me suis toujours dit, que si aujourd'hui les donnes changent au Bénin, c'est-à-dire, comment voyez-vous l'après Patrice Talon? C'est-à-dire, est-ce que vous devez être président de la République ou vous devez être ministre ou simplement l'État va vous donner une parcelle de pouvoir pour appliquer cette vision? Est-ce que vous voyez, sans être aux affaires, est-ce que la matérialisation ou l'application de l'économie fondamentale est possible? Rapidement pour conclure, parce que nous avons beaucoup d'internautes, ils ne veulent pas que nous clôturons l'émission, mais nous sommes obligés de clôturer l'émission sur cette question. Allez-y, rapidement. Alors, je voudrais vous rassurer tout de suite que chaque matin, en me rasant, en me brossant, je ne pense pas à un destin présidentiel. Ce n'est pas ma préoccupation. Aujourd'hui, l'essentiel pour moi, c'est mon rôle de commandant en chef pour libérer le Bénin de Patrice Talon et de ses complices. C'est à cela que je m'attelle et c'est pour ça que je viens de perdre 25 millions de dollars d'investissement que par la grâce de Dieu, je vais récupérer dans le futur. Alors, je ne me préoccupe pas de qui est président, qui n'est pas président, mais je voudrais vous dire une chose. Quand nous aurions fini de libérer le Bénin, pas de Talon, mais de tous ceux qui ont embrigadé Talon, parce que ne vous y trompez pas, Talon même est une victime. Nous l'avons, vous l'avez missionné dans un rôle où il ne se connaît pas. Talon est un vendeur de coton, de glyphosate. Vous auriez dû le laisser dans ce rôle-là. Mais malheureusement, vous lui avez confié la gestion d'un État. Et Talon n'a pas le background, le mindset qu'il faut pour gérer un État. Derrière Talon, c'est Djogbenou, Joseph, qui est en train de détruire le Bénin. Talon a le dos large. Talon règne, c'est Djogbenou qui gouverne. Maintenant, quand Talon serait parti, si le peuple béninois veut que nous appliquions l'économie fondamentale, il va bien falloir que ce peuple-là me missionne pour être président. Je vais vous dire pourquoi. Si c'est un autre, il ne pourra pas prendre toutes les difficultés, toutes les mesures qu'il faut pour appliquer justement cette mesure-là, parce que ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas une décision livresque. D'ailleurs, regardez, Buhari a fermé la frontière, tous les autres le traitent de tous les noms d'oiseaux. Même au Nigeria, on le critique. Si c'est un autre qui est président, qui me charge de l'aider à construire l'économie fondamentale, mais la pression qu'il aura sur lui fera qu'il va me sacrifier. Alors je ne prendrai pas ce risque-là. Au Bénin, où le Béninois me donne le plein pouvoir pour l'aider à construire une économie fondamentale au Bénin, où il continue avec son paradigme, c'est son choix. Mais aujourd'hui, je vous dis, j'ai aidé la Bolivie à construire l'économie fondamentale dans un pan, pas dans tout ça, son déploiement, pas encore. Le Nigeria, nous sommes en train de le faire. Aujourd'hui que je n'ai plus de papier béninois et que je voyage grâce aux Nations Unies,
Mais si les Béninois ne veulent pas, qui vous dit que je ne prendrai pas peut-être la nationalité bolivienne, ou bien nigériane, ou ghanéenne, ou d'un autre pays, pour aider à vraiment construire ensemble avec ceux-là? Non, je ne vais pas servir notre président au Bénin en tant que ministre, en tant que député, afin qu'il soit président et que je construise avec lui. Non. Docteur Corvi, aujourd'hui, Patrice Talon, demain, il vous donne l'amnistie, vous allez rentrer au pays et vous allez lui serrer la main. Réagissez rapidement à cela. Si demain, il s'appelle... Moi, je ne veux pas d'amnistie. Quelle amnistie? Bon, on donne l'amnistie à celui qui est condamné ou à celui qui a fait quelque chose. Bon, voilà, il interdisait politiquement que, voilà, que tout le monde vient. Et Docteur Corvi, rentrez au Bénin. Le passé, c'est le passé. Nous sommes tous des frères. Et je vous reçois au palais. Quelle sera votre réaction? Bon, écoutez, moi, si le président Patrice Talon retrouvait la lumière, eh bien, s'il y a une telle décision, je ne rentrerai pas sans les Nations Unies. Première condition. C'est ça. Deuxième condition, je vais demander que le président Buhari soit le garant de ma sécurité. C'est ça. Troisième condition, que le président Obiangema Bazogo, mon père, qui, le cœur fendu et triste, m'a envoyé en prison pour que je me justifie et que je me défende. Donc, il doit être garant de ce retour au Bénin. Et enfin, le président Yahi Boni doit me garantir ma sécurité. Et pour terminer, Patrice Talon sera rendu responsable et personnellement responsable d'un seul de mes cheveux qui serait touché. Si ces conditions sont remplies, et si nous pouvons apporter si Patrice Talon se rend compte qu'il a besoin de tous les Béninois pour construire un pays pour chacun et pour tous, je vais envisager rentrer. Mais il y aura une seule condition. Il faut qu'il se sépare de ceux qui sont à la base de la mort des Béninois. Et le premier responsable de la mort des Béninois s'appelle Joseph Djogbenou. Ne vous y trompez pas. Le seul qui nous a mis dans ce pétrin, c'est la cour des miracles, la cour de Djogbenou. C'est à cette condition et à celle-là seule que je peux envisager rentrer au Bénin. Merci, chers internautes. Et vraiment, nous avons dépassé le temps qui nous est imparti, mais ce n'est pas grave. Beaucoup d'internautes nous ont suivis et ils nous demandent de continuer le débat. Nous ne pouvons pas continuer infiniment ce débat. Il y a d'autres émissions sur Tempo Afrique TV. Je vous dis que nous avons vraiment parcouru beaucoup, échangé avec notre invité, Dr Corvi, qui une fois a levé le coin de voile sur l'économie fondamentale. Nous avons beaucoup appris. Nous le remercions, Dr Corvi Bertin. Merci d'être mon invité ce dimanche. Merci beaucoup. Vous pouvez dire un mot de fin. C'est moi qui vous remercie de l'insigne honneur que vous me faites. Je voudrais profiter de votre audience pour dire aux Béninois que tant qu'ils attendront des mercenaires pour venir défendre leur constitution, leur nation, ils seront corvéables à volonté. Personne ne viendra défendre le Bénin à la place des Béninois. Que les Béninois cessent de dire on attend que les opposants viennent nous sauver. Personne ne viendra vous sauver. Tant que vous ne serez pas d'accord, dans le calme, dans la discipline, vous devez sortir comme un essaim d'abeilles pour manifester votre désapprobation. Je voudrais encore m'incliner devant la mémoire de ceux qui sont morts, ceux qui sont tombés sur le champ de l'honneur
ben, dans les événements de Kadiaoun, de Cotonou, de Kilibor, de Taourou, et j'en oublie. Je voudrais enfin dénoncer cette supercherie qui veut laisser croire que des policiers, mais soient déserteurs, et on fait une publication dans la presse. Mais non, cela démontre plutôt que ceux-là ont été, hélas, peut-être tués, et pour blanchir leur mort, on veut faire croire qu'ils sont déserteurs. Ils ont une famille. Pourquoi ne saisit-on pas leur famille pour savoir ce qui leur serait arrivé ou où ils se trouveraient? J'en aurais terminé en dénonçant notre armée, en lui demandant de retrouver ses lettres de noblesse. La maison que Kérékou a occupée, Kérékou est l'icône de l'armée béninoise. Kérékou, sans en être le père fondateur, est celui qui a donné un sens patriotique à l'armée béninoise. Mais les villas sous les filaos, on ne peut pas les détruire. Et que l'armée béninoise ne se pose pas à cela en tant qu'institution. Avant que Kérékou ne reste là, c'est le général de Souza qui avait d'abord pris ces quartiers-là. Ce bâtiment est un monument, est un musée qu'on doit garder pour les générations futures. Parce qu'aucun autre Béninois ne fera plus jamais 27 ans de pouvoir. Et faire disparaître un pan de l'histoire doit nous interpeller. J'ai honte à la place de notre armée. Je ne parle pas d'individus, mais en tant qu'armée, elle doit pouvoir dire non, ce bâtiment-là représente quelque chose pour nous, à moins que notre armée ne soit plus digne des faits d'armes de Kérékou, de Michel Aïké, de Janvier Sogba, et j'en oublie. Moi, je suis le produit de la révolution. Si quelqu'un m'a programmé, accepté de mourir pour ma patrie, c'est Kérékou. J'ai chanté, mais je suis né en 70. Et je vous dis, préparez vos cadeaux et commencez par préparer vos Western Union aussi. Le 8 novembre, j'aurai 49 ans. Vous devez me faire des dons. C'est comme ça qu'on soutient un leader. C'est vrai. C'est à vous aujourd'hui de me prouver que je ne me suis pas trompé en mettant en danger ma famille, ma capacité économique et tout. C'est vrai. Je voudrais enfin remercier le président Yahi Boni, même si on n'a pas pu parler, mais au moins il m'est revenu qu'il prie pour moi. Je voudrais remercier le ministre Komi Koutié, même si on n'a pas pu parler, il m'est quand même revenu, il s'inquiète de ma situation. Je voudrais remercier, comment il s'appelle, le ministre, l'honorable Dianoté, pour sa sollicitude. Je voudrais remercier le maire Léadi Vinayon Soglo pour lui dire de remercier Dieu. La nature est en train de le venger aujourd'hui. Cotonou est sous l'eau et il n'est plus maire. Donc, la preuve par l'eau est faite que ce n'était pas lui le problème. L'autre bélier, et comment il s'appelle, Toboula, n'a rien pu faire, Talon n'a rien pu faire. Il est rentré. Remercier les autres. Toboula est rentré de son exil. Mais quel exil? Il n'était pas en exil? Ne nous insultez pas. Quel exil? Alors. Il était à quel exil? Non, mais en fait, je veux parler de son exil à l'hôpital Doré, quoi. Mais non, il n'était pas en exil. Non, il faut appeler les choses. Si vous connaissez ce que c'est que l'exil, je vous dis que j'avais la capacité de dépenser $2000 par jour. Je suis à $20 de dotation par l'ONU. C'est ça qu'on appelle l'exil. Je vis dans un hôtel. Merci. C'est ça qu'on appelle l'exil. Je n'ai plus mes 4x4. C'est ça qu'on appelle l'exil. Je n'ai plus ma femme à côté, mais que j'aimais bien toucher et serrer dans mes bras. C'est ça l'exil. Je n'ai plus mes enfants. C'est ça l'exil. Je n'ai plus le peuple béninois. Je ne sens plus l'odeur du Bénin. C'est ça l'exil. Alors ne parlez plus de Toboula. Toboula, c'est un escroc et je ne l'insulte pas. Il a été condamné pour escroquerie. Ces personnes-là que Patrice Talon a utilisé pour détruire le Bénin. Je voudrais demander à ceux-là de l'opposition qui ne trouvent pas le besoin
et qui n'ont pas eu la sagesse de ne serait-ce que dire comment est-ce que tu as survécu. Le leadership politique demande la solidarité. Parce que mes audios, je les ai faits pour défendre la veuve et l'orphelin. Tous ceux qu'on a attaqués, je les ai toujours défendus. C'est vrai. Et je voudrais reprocher ici, sans être hypocrite, à mon frère et ami, Martin Rodriguez, de ne s'être jamais préoccupé de ce que je suis devenu à ma sortie. Je voudrais reprocher à Davon Sébastien de ne s'être pas préoccupé de ce que je suis devenu. C'est malheureux parce que Medi Diaguno Vivi, Adam Gomem Rondero Fire, Mibeti Pesele Nayon, Noua Fire, Nisero Bonde Nayon. Les problèmes, nous les aurons chacun. Mais je voudrais te dire merci à Vital Mbabidjo. Son émission en prison a décidé la Guinée équatoriale de vite me libérer. Et je voudrais remercier aussi la policière qui m'a 3 fois sauvé la vie en prison parce que des tontons Makout étaient venus avec une décision de la présidence voulant me libérer à minuit et j'aurais été exécuté. Cette fille a eu la chance d'être tout le temps celle qui était de garde avec d'autres et c'est elle qui a toujours alerté les responsables du ministère de la Sécurité. Parce que rassurez-vous, je suis resté dans un endroit de 3 mètres sur 4 durant 6 mois, au violon si vous voulez. Je n'étais pas en prison, j'étais au violon. Des conditions difficiles. J'avais sur 24 heures seulement 2 heures de liberté. Et parfois me couper l'électricité. Vous savez, je ne voulais pas parler de ceci, mais j'ai souffert pour le peuple béninois. Mais s'il faut encore le refaire, je le ferai. Je trouve malheureux que je n'ai pas trouvé enseigner la solidarité. Je ne demande pas l'argent. Les Nations Unies me donnent le peu et je sais me contenter de peu. Il faut que nous apprenions à être solidaires. C'est très important. C'est capital. Je vous dis merci pour cette émission et rassurez-vous, si le peuple béninois décide après Talon, parce que Talon est fini, regardez, il ne faut pas travailler pour l'après-Talon. Si le peuple béninois décide, oui, il va me missionner et nous allons construire une économie fondamentale pour un développement vivable de nos peuples. Merci, Bertin. Merci, docteur Bertin Corby. L'évacuation pour la destruction du général, de la maison du général Kékou. Ça sera la thématique de notre prochain show, le dimanche prochain. Je vous remercie. Merci d'avoir reçu avec moi Dr Bertin Corby. À la prochaine. Suivez Tempo Afrique TV, la télévision des Africains, pour les Africains, par les Africains. Contactez-nous tempoafriquetv.com, iptv.tempoafriquetv.com, téléphone 612 804 0295. Email tempoafriquetv@gmail.com. Tempo Afrique TV, l'éveil de la conscience africaine. À Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel.
Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir.